J'ai prononcé le nom du roi. N'oublie jamais cette promesse. » Ces mots ont été recueillis le 26 novembre 1875 en Bretagne, dans une ferme du hameau de Lafrodé, auprès d'une paysanne de 25 ans qui portait des plaies aux mains et aux pieds. Elle s'appelait Marie-Julie Jahenny. Le nom, elle ne l'a pas écrit, elle a seulement dit qu'il avait été prononcé et qu'il ne sortirait pas avant l'heure. Depuis 150 ans, on le cherche. Chaque génération a cru le reconnaître, chaque génération s'est trompée. Mais il y a une chose que presque personne ne relève. Quand Marie-Julie parle ce roi, en 1874, ce nom n'est un mystère pour personne. Il y a en Europe un homme bien vivant que la France appelle déjà Henri V. Et l'année d'avant, elle a failli le couronner. Tout était prêt, l'Assemblée avait la majorité, le président de la République devait le conduire lui-même devant les députés. On avait même commandé les voitures de son entrée dans Paris. Il a dit non, pas pour une couronne, pas pour un royaume, pour un drapeau. Et avant lui, il y avait eu un enfant de 10 ans, mort seul dans une prison parisienne, dont un médecin a volé le cœur et l'a caché dans sa poche, enveloppé dans un linge. Ce cœur a été volé 2 fois, brisé dans une émeute, retrouvé dans des décombres, emporté à l'étranger pendant la guerre. Il a traversé 2 siècles et en l'an 2000, il a fini par parler. Ce que ces 3 histoires racontent, mises côte à côte, ce n'est pas l'extinction d'une lignée, c'est presque l'inverse. Prenez le temps de rester jusqu'au bout, parce que la réponse ne se trouve pas là où on la cherche depuis 1 siècle et demi. Et ceux qui ont passé leur vie dans ces textes affirment aujourd'hui une chose très simple. Celui qui est annoncé serait déjà né. Commençons par l'enfant. Il naît à Versailles le 27 mars 1785. On l'appelle Louis-Charles. Il est le second fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, et à sa naissance, personne n'imagine qu'il régnera un jour. Il a un frère aîné, Louis-Joseph, qui est le dauphin, l'héritier désigné. Ce frère meurt en juin 1789. Il a 7 ans. Il souffrait du dos depuis des mois, il ne tenait plus debout. Il meurt quelques jours avant le serment du jeu de paume. Autrement dit, pendant que le royaume bascule, ses parents enterrent leur fils. Et personne, dans le pays, n'a le temps de le remarquer. Louis-Charles devient donc l'héritier du trône de France à 4 ans, au pire moment de l'histoire de ce trône. 3 ans plus tard, en août 1792, la famille est enfermée dans la tour du Temple, à Paris, une vieille forteresse, sombre, humide, avec des murs très épais. Le père y écrit, prie, donne des leçons de latin à son fils, la mère coud. On les regarde vivre à travers une porte. En janvier 1793, le père est conduit à l'échafaud. Le petit garçon a 7 ans. Pour ceux qui croient encore à la monarchie, il devient à cet instant le roi de France. On l'appelle Louis XVII. Lui, dans sa chambre, n'en saura sans doute jamais rien. En juillet 1793, on vient le chercher dans la chambre de sa mère. On l'arrache à elle. Elle se bat, elle supplie. Elle finit par céder parce qu'on menace l'enfant devant elle. Elle ne le reverra plus jamais. Elle sera guillotinée 3 mois plus tard. Le garçon est confié à un cordonnier nommé Antoine Simon, chargé de faire de lui un bon citoyen. Puis Simon s'en va, et on cesse tout simplement de s'occuper de lui. Ce qui arrive ensuite est difficile à raconter, et je vais le dire simplement. On enferme dans une pièce dont on a muré la porte. On lui passe sa nourriture par un guichet. On ne le lave plus. On ne change plus ses draps. On ne lui parle plus. Pendant des mois, cet enfant vit seul, dans le noir, dans sa propre saleté, sans un mot humain. Il cesse de répondre. Il cesse de se lever. Quand un délégué de la Convention finit par entrer dans cette pièce, à l'été 1794, il découvre un enfant assis sur son lit, couvert de plaies, incapable de dire son nom. On le soigne un peu, trop tard. Il meurt le 8 juin 1795. Il a 10 ans et 2 mois. Le lendemain, 4 médecins pratiquent l'autopsie dans une salle de la tour. Ils constatent, je cite leur rapport, l'effet d'un vice scrofuleux existant depuis longtemps, ce que nous appellerions aujourd'hui la tuberculose. L'enfant est mort de la maladie, de la crasse et de l'abandon. C'est là que se produit un geste
que personne n'avait prévu. L'un des 4 médecins s'appelle Philippe-Jean Pelletan. C'est un chirurgien réputé, un homme de la Révolution, pas un royaliste. Pendant que ses confrères rédigent le rapport, il fait une chose interdite. Il raconte lui-même son geste, et ses mots sont restés. Je l'entourai de son, l'enveloppai d'un linge et le mis dans ma poche, sans être aperçu. Il a pris le cœur de l'enfant. Il ne le fait pas par politique. Il le fait parce qu'il vient de voir mourir un enfant de 10 ans dans un cachot, et qu'il a jugé que ce cœur-là ne devait pas partir dans une fosse commune avec le reste. Car c'est ce qui arrive au corps. On l'emporte le lendemain au cimetière Sainte-Marguerite et on le met en terre, sans pierre, sans nom, sans marque. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement où. Rentré chez lui, Pelletan dépose le cœur dans un vase de cristal rempli d'alcool et cache le vase dans sa bibliothèque, derrière ses livres. Il y restera des années. Alors, résumons où nous en sommes. Un enfant enterré nulle part, un cœur caché dans une bibliothèque. Et c'est justement parce que le corps a disparu que la France va se mettre à espérer. Parce que sans tombe, il n'y a pas de preuve. Et quand il n'y a pas de preuve, on peut croire ce qu'on veut. Très vite, dans les campagnes, on raconte que l'enfant n'est pas mort, qu'on l'a fait sortir du temple dans un panier de linge, qu'on a mis à sa place un autre garçon, un sourd-muet, un mourant, qu'il vit quelque part, en Amérique, en Prusse, en Vendée, et qu'il reviendra. On aurait tort d'y voir la lubie de quelques illuminés. C'est une croyance nationale, et elle va durer plus de 100 ans. Des hommes vont se lever pour l'incarner. Le premier s'appelle Jean-Marie Hervagot. C'est le fils d'un tailleur normand. En prison, il tombe sur un roman qui imagine l'évasion du dauphin, et il en tire son personnage. Il se présente, il raconte, il donne des détails. Des dames de la noblesse le reçoivent, l'entretiennent, lui baisent la main. Il finira en prison et il mourra jeune. Après lui vient Mathurin Bruneau, un fils de sabotier. Puis le baron de Richemont, qui se présente à Paris en 1828 et qui est peut-être le plus habile de tous. Il parle bien, il connaît des détails de la vie du temple, il séduit des salons entiers. Et puis, il y a Nondorf. Karl Wilhelm Nondorf est un horloger prussien. Il arrive en France dans les années 1830 et il affirme être Louis XVII sorti vivant du temple. Il ne ressemble pas beaucoup à l'enfant, mais il sait des choses. Il décrit des jouets, des pièces, des habitudes de la famille royale que personne d'extérieur ne devrait connaître. Il gagne des partisans, de vrais partisans, des avocats, des officiers, des prêtres. On l'expulse de France. Il meurt à Delft, en Hollande, en 1845. Et sur sa tombe, on gravera cette phrase qui s'y trouve encore. Ici repose Louis XVII, duc de Normandie, roi de France et de Navarre. Au total, on a compté plus de 100 hommes qui se sont dit Louis XVII. 100. Des paysans, des aventuriers, des malades, des escrocs, et sans doute quelques sincères qui avaient fini par se croire eux-mêmes. Mais l'histoire la plus émouvante de cette affaire n'est pas celle des imposteurs, c'est celle de sa sœur. Elle s'appelle Marie-Thérèse. Elle est entrée au temple avec ses parents et son frère, et elle en est ressortie seule. Elle est la seule survivante de la famille. Elle a tout perdu au même endroit. Et pendant 40 ans, des hommes vont venir frapper à sa porte en lui disant « C'est moi, je suis ton frère ». Elle n'en a reçu aucun. Jamais. Elle a refusé de les voir, refusé de leur écrire, refusé d'ouvrir les dossiers qu'on lui envoyait. On a beaucoup jugé cette femme. On a dit froide, dure, sans cœur. Mais demandez-vous une chose. Quelle force est-ce qu'il faut pour dire non pendant 40 ans quand on vient vous proposer de vous rendre votre frère? Elle savait, elle, ce qui s'était passé dans cette tour. Elle savait ce qu'on avait fait à cet enfant. Elle a refusé qu'on y touche. Et pendant qu'elle refusait les faux frères, le cœur, lui, n'avait pas cessé de voyager. En 1810, un élève de Pelletan, un jeune médecin nommé Tylos, le lui vole. Il le garde des années. Puis il tombe malade, et sur son lit de mort, il fait jurer à sa femme de le rendre à son maître. Elle tient parole. Pelletan récupère un cœur devenu dur et sec.
C'est celui-là qu'en 1828, devenu vieux, il veut remettre à Marie-Thérèse, entre-temps devenue duchesse d'Angoulême. Il apporte des lettres, des témoignages, toute une chaîne de preuves. Elle refuse, elle doute, elle ne veut pas de ce cœur. Alors le vieux médecin le confie à l'archevêque de Paris, faute de mieux, et la relique dort là, dans une armoire, jusqu'au 29 juillet 1830. Ce jour-là, Paris se soulève à nouveau. On saccage l'archevêché, on jette les meubles par les fenêtres. Un ouvrier imprimeur nommé Lescroart se saisit de l'urne de cristal. Il y a une bagarre, l'urne se brise, le cœur tombe dans les gravats. On le retrouve quelques jours plus tard dans les décombres, par miracle. Ensuite, il passe de main en main pendant plus d'un siècle. Le fils de Pelletan, un architecte, une famille puis une autre. En 1895, il part à l'étranger et se retrouve dans la chapelle d'un château autrichien, à Frosdorf. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une princesse l'emporte en Italie pour le sauver. Et le 10 avril 1975, ses filles le rapportent en France et le confient à ceux qui veillent sur la crypte des rois, dans la basilique de Saint-Denis. Et là, en l'an 2000, on lui a enfin posé la question. Un historien, Philippe Delorme, et un généticien belge, Jean-Jacques Cassiman, obtiennent l'autorisation de faire analyser un fragment de ce cœur. On compare son ADN à des cheveux de Marie-Antoinette, conservés depuis son enfance, et à celui de parentes vivantes de la famille d'Autriche. Le résultat est net. Ce cœur est celui d'un enfant de la lignée de Marie-Antoinette. C'est bien son fils. L'enfant qui est mort dans cette pièce murée du temple était le fils du roi. Le même travail répond à l'autre question. On analyse les restes de Naundorf, l'horloger de Delft. Ils ne correspondent pas. Il n'était pas Louis XVII. Le 8 juin 2004, 209 ans jour pour jour après sa mort, le cœur de cet enfant est scellé dans une stèle de la chapelle des Bourbons, à Saint-Denis, auprès des siens. Je veux qu'on s'arrête une seconde sur ce que cela signifie, parce que beaucoup se trompent ici. Cela signifie que Louis XVII est mort enfant, qu'il n'a pas eu de fils, que la descendance directe de Louis XVI s'arrête là. Sa sœur Marie-Thérèse, la survivante, est morte en 1851 sans enfant. Son frère aîné est mort à 7 ans. Sa petite sœur Sophie n'a pas vécu 1 an. 4 enfants, aucune descendance. Le sang direct du roi et de la reine martyre ne coule plus dans personne. Et pourtant, écoutez ce que dit la paysanne bretonne. Selon les recueils publiés par ceux qui ont transcrit ces extases, Marie-Julie Jahenny parle d'un roi qui viendrait, du roi et de la reine martyre. Elle en parle dès le début de l'année 1874 et elle y revient en février 1876. Il y a donc, entre le laboratoire et la ferme bretonne, une contradiction. Une vraie. Et je ne vais pas vous la cacher parce que c'est justement là que l'histoire devient intéressante. Car les mêmes textes disent autre chose, de beaucoup plus précis. Le 25 mars 1874, elle annonce que la France sera délivrée par un roi qui la gouvernera longtemps, et elle le nomme. Elle dit Henri V. Le 28 mars, 3 jours plus tard, le roi, c'est un lys, c'est un héros, le monde ne le connaît pas, son nom n'est connu que du ciel. Le 12 avril, Notre-Dame le nomme Henri V de la Croix. Le 11 août de la même année, le roi Henri V marchera le premier. Jésus-Christ lui montrera la route. Il viendra de l'Est et ira vers le Midi. Le 20 avril 1877, son nom ne sortira qu'à l'heure de ma sainte volonté. Et 7 ans après le début de tout cela, le 14 novembre 1881, l'homme qui doit sauver, aucune créature ne le connaît. Retenez bien ce prénom. Toute la France cherche un Louis. Les textes, eux, disent Henri. Et retenez surtout ces dates. 1874, 1876, 1877. Parce qu'en 1874, quand une paysanne de Bretagne dit Henri V, il n'y a pas un Français instruit qui ne sache de qui il s'agit. Henri V, c'est le comte de Chambord. C'est le petit-fils de Charles X. Et Charles X était le frère cadet de Louis XVI. Autrement dit, le petit-neveu du roi guillotiné. Il est né en 1820, 7 mois après l'assassinat de son père. Le pays l'a surnommé l'enfant du miracle, parce qu'il est arrivé quand on croyait la branche éteinte. À sa naissance, on a chanté dans les églises. Il grandit en exil.
Il devient, pour les royalistes français, le roi légitime. Ils l'appellent Henri V. Et en 1873, la France s'apprête à le faire roi. Ce n'est pas une hypothèse de salon, c'est un fait. Après la défaite de 1870 et la Commune, l'Assemblée nationale élue est majoritairement royaliste. Les deux branches rivales, celle de Chambord et celle d'Orléans, se sont réconciliées. Chambord n'a pas d'enfant. Le comte de Paris sera son héritier. L'obstacle est levé. Le plan est arrêté. Le maréchal de Mac-Mahon, président de la République, doit conduire lui-même le comte de Chambord devant les députés, qui le proclameront roi par acclamation. Et l'on prépare l'entrée. On commande les voitures du cortège. On travaille aux détails du sacre. Des hommes politiques font le voyage jusqu'à sa résidence pour régler les derniers points. Il reste une question, une seule, le drapeau. Chambord veut le drapeau blanc, celui de ses ancêtres, avec les lys. La France, elle, vit depuis 80 ans avec le bleu-blanc-rouge. Ses armées sont mortes sous ce drapeau-là. On lui demande de l'accepter. 2 ans plus tôt, dans un texte publié en juillet 1871, il avait déjà répondu, et sa phrase est restée. « Je ne laisserai pas arracher de mes mains le drapeau d'Henri IV, de François Ier et de Jeanne d'Arc. » On a cru pouvoir le convaincre. On a envoyé auprès de lui un député habile et croyant, Charles Chénelon. L'entretien a lieu, et Chénelon revient à Paris en annonçant que le roi a cédé sur le drapeau. Le pays y croit pendant quelques jours. Puis, Chambord fait publier sa propre lettre, le 27 octobre 1873, dans un journal royaliste. Il n'a rien cédé. Il ne cédera pas. Il écrit qu'on ne fait pas de lui un roi sous condition, et qu'il ne sera pas le roi légitime d'une révolution. Tout s'arrête. Les voitures resteront au garage. Le 20 novembre 1873, à défaut de roi, l'Assemblée vote un mandat de 7 ans au maréchal de Mac-Mahon. 7 ans, c'est-à-dire le temps qu'il faudra. Une république provisoire en attendant Henri V. Elle n'a jamais cessé d'attendre. Le comte de Chambord meurt en 1883. Il n'a pas d'enfant. Avec lui, s'éteint la lignée masculine de la branche aînée. Retenez ce mot, masculine. Nous y reviendrons. Et tout se jouera là. Alors mettons les choses côte à côte, sans rien forcer. Entre 1873 et 1881, dans une ferme bretonne, une paysanne qui n'a jamais quitté son hameau parle d'un roi nommé Henri V, dit qu'il est un lys, dit que le monde ne le connaît pas, dit que son nom ne sortira qu'à l'heure voulue. Et pendant ces mêmes années, la France a devant elle un homme qui porte exactement ce nom, à qui elle offre le trône, et qui repart. Il y a 2 façons d'entendre cela, et je vais vous donner les 2. La première, elle parlait de lui, elle s'est trompée, il est mort sans régner, et l'affaire est close depuis 1883. La seconde, celle que soutiennent ceux qui ont étudié ces textes toute leur vie, elle ne parlait pas d'un homme, elle parlait d'un nom. Et ce que raconte 1873, ce n'est pas l'échec d'une prophétie, c'est un refus. Et ce refus-là n'est pas un accident isolé, c'est la 4e fois que la même scène se joue. Suivez la suite, et vous allez voir apparaître un motif. Nous sommes en 1675 à Paray-le-Monial, en Bourgogne. Une religieuse, Marguerite Marie Alacoque, dit avoir reçu du Christ une demande adressée au roi de France. Qu'il consacre sa personne et son royaume à son cœur, qu'il le fasse peindre sur ses drapeaux, qu'il le grave sur ses armes. Nous sommes sous Louis XIV. La demande est transmise, elle n'est pas suivie. 117 ans plus tard, un roi de France l'accomplit enfin. Il s'appelle Louis XVI. Le texte est composé dans les premiers mois de 1792 et remis le 21 juillet de cette année-là à son confesseur, le père Hébert. Le roi y promet, si Dieu lui rend sa liberté et sa couronne, de consacrer solennellement sa personne, sa famille et son royaume au Sacré-Cœur et d'élever un sanctuaire. 3 semaines plus tard, il est enfermé au temple. Il renouvellera ce vœu dans sa prison. 6 mois plus tard, il est mort. Le premier roi qui a dit oui l'a dit trop tard, et il l'a dit prisonnier. Puis vient le 19e siècle, et une autre voix. Une jeune femme des Landes, Marie Lataste, une servante devenue religieuse, rapporte cette phrase. « Le premier roi, le premier souverain de France, c'est moi. »
Autrement dit, le trône dont il est question n'est pas d'abord un trône humain. Et il y a encore un rendez-vous, plus près de nous. Le 17 juillet 1945, la guerre vient de finir. Le pape Pie XII s'adresse à la France et lui dit ceci: « Les destinées de votre patrie sont entre vos mains. » Entre vos mains. Il ne dit pas « entre les mains d'un roi », il dit « les vôtres ». Voilà le motif. 4 rendez-vous en 3 siècles. 1675, la demande n'est pas suivie. 1792, elle est acceptée trop tard par un homme déjà enfermé. 1873, le trône est offert et refusé pour une question de drapeau. 1945, on nous rend la responsabilité et nous passons à autre chose. Chaque fois, quelque chose a été proposé à ce pays. Chaque fois, il a laissé passer. On pourrait en sortir découragé. Je crois qu'il faut en sortir soulagé. Et je vais vous dire pourquoi. Si tout avait dépendu d'un roi, l'histoire serait terminée depuis 1883. Le dernier est mort sans enfant et il n'y aurait plus rien à espérer. Mais les textes eux-mêmes disent autre chose. Ils disent que le roi n'est pas la cause du relèvement, il en est la conséquence. Le 17 octobre 1877, à la Fraudée, ce sont ces mots qui sont recueillis. « Je sauverai la France par mon Sacré-Cœur. Je la ressusciterai par l'amour de mon Sacré-Cœur. » Ce qui sauve dans cette phrase, ce n'est pas un homme, c'est un cœur. Le roi, lui, n'y est jamais que le serviteur. Alors venons-en à la question que vous vous posez depuis le début. S'il n'y a plus de descendants de Louis XVI, de qui parle-t-on ? Tout se joue sur 2 mots que l'on confond tout le temps. Un descendant, c'est le sang. Le sang direct de Louis XVI s'est arrêté, l'analyse de l'an 2000 l'a établi, et aucun homme sur Terre aujourd'hui ne peut dire qu'il descend de lui. Un héritier, c'est autre chose. C'est celui qui reçoit la charge. Et une charge, ça se transmet de côté quand elle ne peut plus descendre en ligne droite. C'est ainsi que la couronne est passée du roi à son fils, du fils à ses oncles, des oncles à leurs petits-fils. Ce n'est pas du sang qui se transmet, c'est un devoir. Les recueils bretons disaient d'ailleurs les choses avec cette souplesse ancienne, celle des vieilles généalogies, où les cousins comptent comme des frères, et où les fils du frère d'un homme sont un peu ses fils. Dans cette manière de compter, les enfants des frères de Louis XVI appartiennent à Louis XVI. Or les frères de Louis XVI ont eu une descendance, et elle est vivante. Suivez-moi une minute, c'est simple. Charles X, le frère cadet du roi martyr, a un fils, le duc de Berry, assassiné en 1820. Ce fils laisse 2 enfants. Le premier est le garçon posthume, l'enfant du miracle, celui qu'on appellera Henri V, celui de 1873, mort sans postérité. Mais il avait une sœur aînée, née 1 an avant lui. Et voilà pourquoi je vous demandais de retenir ce mot, masculine. La lignée s'est éteinte du côté des hommes, et elle a continué du côté des femmes, là où personne ne l'a cherchée. Elle s'appelait Louise. Louise d'Artois est née en 1819. Son père est tué quand elle a 1 an. Elle épouse en 1845 le duc de Parme, et 9 ans plus tard, son mari est poignardé dans la rue à son tour. La voilà veuve à 34 ans, avec 4 enfants et un duché sur les bras. Elle le gouverne elle-même, en régente, jusqu'à ce qu'on la chasse. Les livres d'histoire l'ont complètement oubliée. Et c'est par elle, par cette femme dont personne ne parle, que le sang de la famille du roi martyr est arrivé jusqu'à nous. Sa petite fille s'appelait Zita de Bourbon-Parme, née en 1892, devenue la dernière impératrice d'Autriche, chassée de son trône, exilée, veuve à 29 ans avec 8 enfants et qui a passé le reste de sa vie dans la prière et la pauvreté. L'Église a ouvert son procès de béatification, on appelle aujourd'hui servante de Dieu. Et de Zita et de ses frères et sœurs descendent aujourd'hui des dizaines de personnes vivantes. Les Bourbon-Parme, la famille grand-ducale de Luxembourg, des hommes et des femmes qui portent, dans leurs veines, le sang de la famille qui est montée sur l'échafaud en 1793. Et parmi eux, il y a un prince né en 1940 qui porte le prénom qu'on retrouve dans tous ses textes depuis 150 ans. Il s'appelle Henri.
Je ne veux pas vous dire que c'est lui, personne ne peut le dire, et les textes eux-mêmes l'interdisent. Aucune créature ne le connaît, son nom n'est connu que du ciel. Ceux qui désignent un homme aujourd'hui en disent donc plus que leurs propres sources. Et si vous fouillez un peu ce sujet, vous verrez qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux. Chacun a son candidat et chacun élimine celui du voisin. Laissons-leur cette querelle et tenons-nous à ce qui est établi. Et ce qui est établi, le voici. La descendance directe de Louis XVI est éteinte, mais la famille du roi martyr, elle, ne l'est pas. Elle a traversé la Révolution, 2 exils, un empire, 2 guerres mondiales, et elle est là, vivante, avec des enfants qui naissent encore. Alors voilà ce que ça veut dire, très concrètement. Si ces textes disent vrai, et c'est ainsi, je le maintiens jusqu'au bout, celui qu'ils annoncent n'est pas à venir, il est déjà là, il est déjà né, il a une date de naissance, une famille, une adresse et un prénom. Simplement, personne ne sait lequel, et les textes disent eux-mêmes que personne ne doit le savoir avant l'heure. Ce n'est pas un homme qu'on attend, c'est une heure. Le fil n'a pas été coupé en 1795, on a simplement cessé de le suivre. Nous arrivons au bout, et je voudrais revenir à cet enfant. Il est mort seul, dans une pièce murée, à 10 ans, sans savoir qu'on l'appelait roi de France. On l'a jeté dans une fosse sans nom. Tout dans cette histoire devait finir là, dans l'oubli le plus complet. Et voilà ce qui s'est passé. Un médecin de la Révolution a eu pitié et a mis son cœur dans sa poche. Un voleur repenti l'a rendu. Une émeute l'a brisé et des mains inconnues l'ont ramassé dans des gravats. Des familles entières se sont transmis cet objet pendant 2 siècles, souvent sans bien savoir pourquoi. Une princesse l'a sauvé d'une guerre, et 2 siècles plus tard, il est revenu reposer auprès de son père et de sa mère, et il a dit la vérité. Je trouve que cette histoire ressemble beaucoup à la France. Ce pays perd tout, oublie tout, casse tout. Et pourtant, il ne perd jamais complètement. Il y a toujours quelqu'un pour ramasser le cœur dans les gravats. C'est peut-être la seule promesse dont on ait vraiment besoin. Et c'est pour cela que la question du roi, à la fin, n'est pas la bonne question. Les textes le disent mieux que moi. Le roi n'en est que le serviteur. Le centre, ce n'est pas lui. Ce que ces voix demandent, en 1675, en 1792, en 1873, en 1945, ce n'est jamais un homme sur un trône. C'est un pays qui se retourne. Et un pays, au fond, ça se compte en maisons, en familles, en gens qui prient le soir ou qui ne prient plus. Le dernier mot, je le laisse à la paysanne de la Fraudée. Voici ce qui a été recueilli de sa bouche. Je peuplerai la terre de France de fleurs, c'est-à-dire de cœurs purs et repentants, qui aimeront la Sainte Église, le Saint-Père et la France. Une génération nouvelle. Ils grandiront dans ma grâce. Une génération nouvelle. On peut passer sa vie à l'attendre, à guetter les signes, à compter les années. On peut aussi comprendre que ce n'est pas une date et que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il n'y a rien à attendre. Peut-être qu'il y a seulement à décider d'en faire partie. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si cette histoire vous a touché, dites-le en commentaire. Dites simplement dans quelle région de France vous l'écoutez. Cela me fait toujours plaisir de savoir où vous êtes. Et prenez soin de vous.